je m'appelle Sabine, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais cru que ma propre famille me trahirait 2 fois. Après 5 ans de silence, ils ont débarqué à ma porte avec des valises et sont entrés comme si la maison leur appartenait. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé ces mots qui me hantent encore, « Tu n'as même pas de famille. Nous allons prendre cette maison. » Je n'ai ni discuté, ni crié. J'ai simplement tendu la main vers mon téléphone et composé 3 chiffres. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi d'où vous me suivez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de mon histoire, celle où j'ai surmonté l'ultime trahison des personnes censées m'aimer inconditionnellement. En grandissant dans la banlieue parisienne, ma famille semblait normale de l'extérieur. Mon père, Richard, était directeur de banque, toujours impeccable dans ses costumes et avec une mallette qui semblait greffée à sa main. Ma mère, Diane, était infirmière à l'hôpital local, travaillant de longues heures, mais réussissant toujours à garder notre appartement impeccable. Et puis il y avait mon frère aîné, Marc, de 3 ans mon aîné, l'enfant prodige de la famille. Nous vivions dans un modeste appartement de 3 pièces avec un petit balcon, ni riche ni pauvre, juste une famille française moyenne qui essayait de s'en sortir. Mais sous cette façade parfaite se cachaient des dynamiques complexes qui ont façonné toute ma vie. Dès mon plus jeune âge, je sentais les attentes différentes placées sur moi par rapport à mon frère. Marc était destiné à de grandes choses, selon mes parents, ses notes moyennes étaient célébrées tandis que mes excellentes notes étaient simplement attendues. Quand il a été admis à l'université avec une bourse partielle, mes parents ont organisé une grande fête et lui ont offert une voiture flambant neuve. Ils ont puisé dans la plupart de leurs économies pour s'assurer qu'il puisse y aller sans trop s'endetter. Pendant ce temps, on m'a dit dès ma première année de lycée que je devrais travailler à temps partiel pour économiser pour l'université. À 16 ans, je jonglais entre l'école et 20 heures par semaine dans un café-boulangerie local, servant des croissants et des cafés pour économiser chaque sou. Même avec mes excellentes notes et mon implication dans des activités extrascolaires, il n'a jamais été question d'université prestigieuse pour moi. Le message était clair, même s'il n'était jamais directement formulé. Marc était l'investissement, j'étais là accent grave côté. La seule personne qui me voyait différemment était ma grand-mère, Marguerite, la mère de ma mère. Mamie Marguerite vivait à environ 1 heure de là, dans une petite maison de ville avec un jardin qui me semblait magique quand j'étais enfant. Chaque été, je passais 3 semaines avec elle pendant que Marc participait à divers stages sportifs financés par mes parents. Ces semaines étaient mon salut. Sabine, me disait-elle en m'apprenant à planter des tomates, ne laisse jamais personne te dire ce que tu vaux. Toi seul décides de cela. Ses mains, burinées par des décennies de jardinage et de travail acharné, guidaient les miennes dans la terre. Ne dépends jamais de quelqu'un d'autre pour avoir un toit au-dessus de ta tête. Apprends à construire le tien. Mamie Marguerite avait élevé seule 3 enfants après le décès de mon grand-père, alors que ma mère n'avait que 12 ans. Elle travaillait comme couturière et avait réussi à faire suivre à tous ses enfants au moins quelques années d'études supérieures. La force et l'indépendance qu'elle incarnait sont devenues mon étoile du Nord, surtout quand les choses à la maison devenaient étouffantes. Et la pression de mes parents s'est intensifiée à l'approche de l'université. Ma mère avait décidé que je devrais suivre ses traces et devenir infirmière. C'est une profession stable, Sabine. Tu auras toujours du travail, disait-elle, ignorant complètement mon absence totale d'intérêt pour la médecine. Mon père était d'accord, ajoutant, les carrières créatives sont pour les gens qui ont l'argent de leur famille pour retomber sur leurs pieds. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que j'avais découvert ma passion pour le design graphique en première. Ma professeure d'art plastique, Madame Martin, avait remarqué mon sens de la composition et m'avait initié au logiciel de design numérique. J'ai tout de suite accroché, restant tard après les cours pour travailler sur des projets et participant à des concours locaux. Lorsque j'ai remporté un prix régional de design, mes parents l'ont écarté comme un « joli passe-temps », mais pas une vraie carrière. La tension a atteint son paroxysme en terminale, au moment des candidatures Parcoursup. J'ai postulé à l'IUT local qui proposait une formation solide en design, ainsi qu'à plusieurs écoles d'art publiques abordables. Lorsque les lettres d'acceptation sont arrivées, mes parents ont refusé d'envisager de contribuer à mes études, à moins que je ne change de majeur pour des soins infirmiers ou du commerce. Nous n'allons pas gaspiller de l'argent dans un diplôme d'art, a déclaré fermement mon père au dîner la nuit où j'ai reçu mes acceptations. Si tu veux gâcher ton avenir, tu peux payer toi-même.
J'ai cherché le soutien de ma mère, mais elle s'est contentée de fixer son assiette. Marc, rentré de l'université pour le week-end, a souri de l'autre côté de la table. Tu devrais peut-être écouter papa, Sabine. Tout le monde n'est pas fait pour une vraie carrière. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, mais le lendemain matin, j'ai pris ma décision. J'irai à l'IUT, je travaillerai à plein temps et je poursuivrai mon diplôme de design, quoi qu'il arrive. Quand j'ai annoncé cela au petit déjeuner, mon père a simplement haussé les épaules et a dit « Ta vie, ton erreur ». J'ai obtenu mon bac avec mention et j'ai emménagé dans un petit appartement avec 2 colocataires tout en fréquentant l'IUT. Je travaillais près de 40 heures par semaine entre un emploi dans un café et un poste de vendeuse au centre commercial, tout en maintenant une moyenne de 15/20 dans mes cours de design. Je rendais visite à mamie Marguerite dès que je pouvais, puisant de la force dans sa confiance inébranlable en moi. Après 2 ans d'IUT, j'ai intégré une licence professionnelle dans une université d'État pour obtenir mon diplôme de design graphique. À ce moment-là, je parlais à peine à mes parents. Nos interactions se limitaient à des visites obligatoires pendant les fêtes où mon père me posait des questions pointues sur mon potentiel de revenus, et ma mère me glissait des billets de 20 € comme si j'étais encore une enfant, en murmurant « au cas où tu aurais besoin de manger ». Marc avait obtenu son diplôme et avait décroché un emploi dans une entreprise financière, suivant les traces de mon père. Chaque réunion de famille devenait une occasion de mettre en valeur son succès et de souligner subtilement mon échec perçu. Marc vient d'avoir une promotion, annonçait fièrement ma mère, et il cherche à acheter un appartement dans le centre-ville. La comparaison tacite planait dans l'air comme un lourd nuage. Au moment où j'ai obtenu ma licence, j'avais 22 ans et je n'avais pas vécu à la maison depuis 4 ans. J'ai assisté à ma cérémonie de remise de diplôme seule, car mes parents avaient choisi d'assister à une conférence liée au travail de Marc à la place. Mamie Marguerite, utilisant maintenant une canne à cause de son arthrite, était le seul membre de ma famille dans le public. Son sourire fier lorsque je suis montée sur scène signifiait plus que 1000 parents absents. Mon diplôme enfin en main, j'ai pris la décision de déménager à Lyon pour chercher de meilleures opportunités d'emploi. La scène du design y était en pleine croissance et j'avais obtenu un stage qui pourrait mener à un emploi à temps plein. La veille de mon départ, j'ai dîné avec mamie Marguerite. J'ai peur, ai-je avoué alors que nous partagions une tarte sur sa terrasse. Et s'ils ont raison et que j'échoue ? Elle a pris ma main dans les siennes. Ses yeux bleus, vifs malgré ses 82 ans. Sabine, le seul vrai échec est de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Suis ton cœur, et je serai toujours là si tu as besoin d'un endroit doux où atterrir. Avec ces mots résonnant dans mon esprit, j'ai fait mes valises le lendemain matin et j'ai conduit vers mon avenir, déterminé à prouver que je pouvais réussir à mes propres conditions, même si ma famille refusait de croire en moi. Mes 2 premières années à Lyon ont été difficiles mais enrichissantes. Je suis passé de mon stage à un poste de designer junior dans une petite agence de marketing. Le salaire était modeste, mais je me construisais un portfolio et je créais des contacts dans l'industrie. Je partageais un appartement de 2 chambres dans un quartier un peu délabré avec Julie, une professeure que j'avais rencontrée via une application de recherche de colocataires. Nous sommes rapidement devenus amis, transformant notre petit appartement en un foyer confortable avec des trouvailles de brocante et des projets de bricolage. J'appelais mamie Marguerite chaque semaine et lui rendais visite quand je pouvais. Mon contact avec mes parents s'est réduit à des appels d'anniversaire obligatoires et à des visites tendues pour Noël. Marc avait de nouveau été promu et avait acheté l'appartement du centre-ville qu'il convoitait. Ma mère ne manquait jamais de le mentionner chaque fois que nous parlions. Puis, il y a 5 ans, tout s'est effondré. La récession a durement touché notre industrie. L'agence de marketing pour laquelle je travaillais a perdu plusieurs clients majeurs en l'espace de 2 mois. Un lundi matin, nous sommes tous arrivés pour trouver les portes verrouillées et un avis de faillite affiché sur la fenêtre. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée au chômage. J'ai immédiatement commencé à travailler en freelance, contactant d'anciens clients et postulant à toutes les positions de designer que je pouvais trouver. Mais tout le monde réduisait les budgets, et les designers freelance étaient parmi les premières dépenses à être coupées. Mes économies, modestes au départ, ont rapidement diminué alors que je continuais à payer le loyer et à acheter des courses. Julie m'aidait autant qu'elle le pouvait, couvrant les charges et partageant ses restes de la salle des profs, mais elle n'était pas elle-même à l'aise financièrement.
Après 3 mois de travail rare et de factures qui s'accumulaient, j'ai reçu un avis d'expulsion. J'avais payé une partie du loyer pendant 2 mois, mais la patience du propriétaire avait atteint ses limites. Julie emménageait avec son petit ami le mois suivant, et je n'avais aucun moyen de couvrir la totalité du loyer seul. La panique m'a envahi lorsque j'ai réalisé que j'étais à quelques semaines de me retrouver sans abri. N'ayant nulle part où aller, j'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé mes parents. Le téléphone a sonné 4 fois avant que ma mère ne réponde d'un « Allô » distrait. « Maman, c'est Sabine », ai-je dit, ma voix déjà tremblante. « J'ai besoin d'aide. » Il y a eu une pause et je l'ai entendu appeler mon père. « Richard, c'est Sabine. » J'ai expliqué ma situation aussi calmement que possible, demandant si je pouvais emprunter de quoi payer un mois de loyer le temps de trouver un emploi stable. J'ai promis de les rembourser avec intérêt. Le silence qui a suivi ma demande s'est étiré jusqu'à devenir inconfortable. Finalement, la voix de mon père est arrivée sur la ligne, froide et distante. « Sabine, c'est exactement ce pourquoi nous t'avions mise en garde. Cette carrière instable que tu as choisi t'a mené exactement là où nous l'avions prédit. »« Papa, s'il te plaît » ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. Là, j'ai juste besoin d'un petit coup de main pour me remettre sur pied. J'ai des entretiens en cours, mais j'ai besoin d'un endroit où vivre. Nous aidons Marc avec les frais de son MBA, a interjeté ma mère. Nous n'avons tout simplement pas de fonds supplémentaires en ce moment. Je savais que c'était un mensonge. Mes parents avaient toujours trouvé de l'argent pour les entreprises de Marc. Ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'ils n'avaient pas d'argent pour moi. « Tu as fait ton lit quand tu as ignoré nos conseils », a poursuivi mon père. Peut-être que cela t'apprendra à prendre des décisions plus pratiques à l'avenir. L'appel s'est terminé sans offre d'aide, pas même un endroit où loger temporairement. J'étais assise sur le sol de ma chambre, entourée de cartons à moitié faits, sanglotant jusqu'à en perdre le souffle. Cette nuit-là, j'ai appelé Mamie Marguerite, mais je n'ai pas eu de réponse. Sa voisine a répondu le lendemain et m'a informé que ma grand-mère avait été hospitalisée pour une pneumonie. Je voulais désespérément aller la voir, mais je n'avais ni l'argent pour le voyage ni un endroit où laisser mes affaires. 2 semaines plus tard, j'ai été officiellement expulsée. Julie m'a aidé à charger mes biens les plus essentiels dans ma Honda Civic de 12 ans. Mon équipement de design, mes vêtements et quelques objets personnels étaient tout ce que je pouvais faire tenir. Le reste est allé dans un petit garde-meuble que j'ai payé avec mes derniers 100 €. N'ayant nulle part où aller, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. C'était un soir d'octobre pluvieux lorsque je me suis garée dans leur allée. Par les fenêtres, je pouvais les voir assis dans le salon en train de regarder la télévision. Je suis restée dans ma voiture pendant 20 minutes, rassemblant mon courage avant de finalement m'approcher de la porte et de sonner. Mon père a répondu, la surprise se transformant rapidement en désapprobation alors qu'il observait mon apparence échevelée et le désespoir dans mes yeux. « Sabrina, qu'est-ce que tu fais ici ? » ?»« Papa, j'ai perdu mon appartement. J'ai juste besoin d'un endroit où rester quelques semaines, le temps de trouver du travail et d'économiser pour un nouvel endroit. S'il te plaît. » Il a regardé par-dessus mon épaule ma voiture remplie de mes affaires et a froncé les sourcils. C'est exactement ce qui arrive avec ces carrières artistiques. L'instabilité. Richard, qui est-ce ? Ma mère est apparue derrière lui, son expression se durcissant quand elle m'a vue. Notre fille semble s'être retrouvée sans abri, a-t-il répondu sans essayer de cacher son dédain. Je ne suis pas sans abri, ai-je dit, ma voix brisée. J'ai juste besoin de ma famille en ce moment. Mon père a croisé les bras. Tu as choisi ta voie, Sabrina. Tu as choisi d'ignorer nos conseils. Maintenant, tu dois assumer la responsabilité de ces choix. Nous organisons la réunion de l'association de quartier demain, a ajouté ma mère. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Je suis restée là sous la pluie, incapable de croire ce que j'entendais. Vous me rejetez ? Votre propre fille ? Tu as clairement fait savoir que tu n'avais pas besoin de notre avis dans tes décisions de vie, a dit fermement mon père. Tu ne peux pas rejeter nos conseils et ensuite t'attendre à notre soutien lorsque ces décisions mènent à des difficultés. Sur ce, il a fermé la porte. Je suis restée sur le perron pendant plusieurs minutes, la pluie trempant ma veste avant de retourner à ma voiture.
Je me suis assise dans leur allée, regardant leurs ombres bouger derrière les rideaux, attendant qu'ils changent d'avis et sortent. Ils ne l'ont jamais fait. Finalement, j'ai conduit jusqu'à un parking de supermarché où j'ai passé la nuit à dormir dans mon siège conducteur incliné, 25 € en poche et nulle part où aller. J'ai appelé et envoyé des SMS à Marc, espérant que mon frère pourrait m'offrir de l'aide, mais mes messages sont restés sans réponse. Pendant 2 semaines, j'ai vécu dans ma voiture, me douchant dans une salle de sport où j'avais un abonnement, et utilisant les ordinateurs de la bibliothèque pour chercher des emplois et des appartements. J'ai continué à appeler mes parents, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés qui n'ont jamais été rappelés. Une nuit, je suis passée devant leur maison et j'ai vu la voiture de Marc dans l'allée. Toute la famille était réunie, à l'exception de moi. Ce fut le point le plus bas de ma vie. Je me suis sentie complètement abandonnée, sans foyer ni famille vers qui me tourner. Les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement m'avaient exclue quand j'avais le plus besoin d'elles. Surtout parce que j'avais osé suivre ma propre voie plutôt que celle qu'ils avaient choisie pour moi. Par un matin de novembre particulièrement froid, j'étais assise dans un coin d'un café local, sirotant une seule tasse de thé que j'avais achetée pour justifier l'utilisation de leur Wi-Fi gratuit. J'étais là depuis des heures à chercher des missions de design et des options de logement abordables. Mon apparence s'était détériorée au fil des semaines passées à vivre dans ma voiture. Mes vêtements étaient froissés à force d'être rangés dans des sacs poubelles, et malgré tous mes efforts sous les douches de la salle de sport, j'avais l'air visiblement négligé. J'étais tellement concentrée sur mon ordinateur portable que je n'ai pas remarqué quelqu'un s'approcher avant qu'elle ne parle. Sabine Wilson? J'ai levé les yeux et j'ai vu Éléonore Dubois, une ancienne collègue de l'agence de marketing. Elle était vêtue d'un élégant manteau en laine et tenait une tasse de café à emporter, l'air exactement de la professionnelle accomplie que j'avais échoué à devenir. Éléonore. Salut, ai-je dit, immédiatement gênée par mon apparence. Je pensais que c'était toi. J'ai essayé de te joindre. Les adresses e-mail de l'entreprise ont toutes cessé de fonctionner lorsque l'agence a fermé. Elle s'est glissée sur la chaise en face de moi, ne remarquant pas ou ignorant poliment mon état négligé. Comment vas-tu? Tu travailles quelque part de nouveau? J'ai envisagé de mentir, de maintenir une façade de succès, mais j'étais trop épuisée pour la prétention. Pas exactement. J'ai fait du freelance, mais c'est très lent. En fait, je suis un peu entre deux lieux en ce moment. L'expression d'Éléonore est passée d'une amabilité décontractée à de l'inquiétude. Entre deux lieux, comme en logement? J'ai hoché la tête, retenant des larmes d'embarras. Ça a été quelques mois difficiles. Éléonore s'est penchée en avant, baissant la voix. Sabine, tu vis dans ta voiture? La question directe a brisé le peu de calme qu'il me restait. J'ai hoché la tête à nouveau, incapable de parler alors que les larmes coulaient sur mes joues. Éléonore a immédiatement rapproché sa chaise et a posé une main sur mon bras. Pourquoi tu n'as pas contacté l'un de nous? Toute l'équipe a pris des nouvelles les uns des autres depuis la fermeture. Je ne voulais pas que quiconque sache à quel point j'échouais, ai-je avoué. Tout le monde semblait retomber sur ses pieds. Éléonore a secoué la tête. Crois-moi, tout le monde a eu du mal. J'ai été au chômage pendant 6 semaines avant de trouver quelque chose. Elle a fait une pause, étudiant mon visage. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois? La question m'a fait réaliser que je ne pouvais pas me souvenir. J'avais survécu avec des barres granola et des articles de menu à 1 € quand je pouvais me les permettre. Viens, a dit Éléonore en se levant. Fais tes affaires. Tu viens avec moi. Avant que je puisse protester, elle m'avait aidé à ramasser mon ordinateur portable et mon sac. Elle m'a conduit à sa voiture, insistant pour que je laisse la mienne sur le parking du café temporairement. 30 minutes plus tard, nous étions assises dans son appartement chaleureux pendant qu'elle préparait des sandwichs et de la soupe. Après avoir mangé, elle m'a montré sa chambre d'amis. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un vrai lit, et c'est le tien aussi longtemps que tu en auras besoin, a-t-elle dit, posant des serviettes fraîches sur la commode. J'étais bouleversée par sa gentillesse. Je ne peux pas accepter ça, Éléonore. Nous étions juste des collègues. Nous étions une équipe, m'a-t-elle corrigé. Et maintenant, nous sommes amis. C'est ce que font les amis.
Elle s'est assise sur le bord du lit. De plus, j'ai peut-être une opportunité d'emploi pour toi. Éléonore a expliqué que son petit ami, Michel, dirigeait un petit studio de design axé sur le développement web. Ils avaient besoin de quelqu'un pour aider avec les éléments graphiques et la conception de l'interface utilisateur. Le salaire était modeste, mais c'était un travail stable. Je ne peux rien promettre, a-t-elle averti. Mais je vais lui en parler ce soir. En attendant, prends une douche, dors un peu, et nous allons trouver une solution ensemble. Le lendemain matin, j'ai accompagné Éléonore pour rencontrer Michel. Son studio était petit, mais en pleine croissance, et après avoir examiné mon portfolio, il m'a proposé un poste sur le champ. C'était un poste débutant, un pas en arrière par rapport à ce que j'avais été, mais c'était un travail avec un salaire régulier. J'ai accepté immédiatement. Cet après-midi-là, Éléonore m'a aidé à récupérer ma voiture et les quelques possessions avec lesquelles je vivais. Alors que nous organisions la chambre d'amis, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Sabine Wilson, a demandé une voix inconnue lorsque j'ai répondu. Oui, c'est bien moi. C'est Nadine Lemaire, la voisine de votre grand-mère. J'ai essayé de vous joindre. L'état de votre grand-mère a empiré. Les médecins ne sont pas optimistes. Mon cœur s'est serré. Dans le chaos de ma propre crise, je n'avais pas pu prendre des nouvelles de mamie Marguerite aussi fréquemment. J'avais laissé des messages au numéro de sa voisine, mais nous avions manqué nos appels. Elle vous a demandé, a poursuivi Nadine. Je pense que vous devriez venir si vous le pouvez. J'ai expliqué la situation à Éléonore, qui a immédiatement proposé de me conduire les 3 heures jusqu'à la ville de ma grand-mère. Nous y allons tout de suite, a-t-elle insisté. Laisse-moi juste appeler Michel pour reporter la réunion de demain. Nous sommes arrivés à l'hôpital juste après 21h ce soir-là. Mamie Marguerite semblait si petite dans le lit d'hôpital, connectée à l'oxygène et au moniteur. Ses yeux se sont illuminés quand elle m'a vue, cependant, et elle a tendu une main frêle. Ma Sabine, a-t-elle murmuré. Je savais que tu viendrais. Je suis restée avec elle toute la nuit, tenant sa main et lui parlant de ma nouvelle opportunité d'emploi. Je ne l'ai pas accablée avec les détails de mon statut de sans-abri ou du rejet de mes parents. Elle était trop faible pour de si mauvaises nouvelles. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur le tournant positif que ma situation avait pris. Grâce à Éléonore. Je t'ai toujours dit, a-t-elle murmuré, que tu fais ton propre chemin. Au petit matin, elle m'a demandé de récupérer une petite boîte dans son sac que Nadine avait apporté à l'hôpital. À l'intérieur se trouvait une clé et un document plié. Mon testament, a-t-elle expliqué doucement. La maison est à toi. Toujours destinée à toi. J'ai essayé de protester, de lui dire qu'elle se rétablirait et rentrerait chez elle, mais elle a secoué la tête. Écoute maintenant, a-t-elle dit, sa voix étonnamment ferme malgré sa faiblesse. Tu as l'esprit, la force. Marque à tes parents. Tu as besoin de racines. 2 jours plus tard, mamie Marguerite s'est éteinte paisiblement dans son sommeil, sa main dans la mienne point dans mon chagrin, j'ai dû gérer les aspects pratiques de son décès. L'hôpital a contacté mes parents qui sont arrivés pour les arrangements funéraires, l'air convenablement sombre mais largement désintéressé des détails. Pendant la lecture du testament, leur comportement a changé radicalement. Mamie Marguerite m'avait en effet légué sa maison de ville et ses économies, avec seulement de petits souvenirs pour ma mère et Marc. Le visage de mon père s'est assombri de colère et ma mère a fondu en larmes. Maman t'a toujours préféré, m'a-t-elle accusé après le départ de l'avocat. Même si tu as à peine visité ces dernières années. Je n'ai pas eu l'énergie d'expliquer que des contraintes financières, et non un manque d'attention, avaient limité mes visites. Au lieu de cela, j'ai remercié l'avocat, récupéré les clés de la maison de ma grand-mère et commencé le processus d'emménagement dans mon héritage inattendu. La maison nécessitait des travaux. Elle avait été bien entretenue, mais reflétait les 85 ans de ma grand-mère dans sa décoration et ses appareils. Pourtant, elle était à moi. Une maison que personne ne pouvait me prendre. Éléonore m'a aidé à emménager, apportant des nécessités de son appartement et passant un week-end à m'aider à nettoyer. Elle a de bons os, a-t-elle déclaré alors que nous nettoyions la cuisine, et une lumière naturelle incroyable pour un bureau à domicile.
Pour la première fois depuis des mois, je me suis endormie en me sentant en sécurité et avec un sentiment de possibilité. Dans le jardin de ma grand-mère, maintenant envahi par la végétation mais toujours beau, je pouvais presque entendre sa voix. Tu construis ton propre abri, Sabine. Tu l'as toujours pu. Avec un toit solidement au-dessus de ma tête et un emploi stable que je pouvais faire à distance, j'ai commencé le processus de reconstruction de ma vie. J'ai transformé la petite pièce avant de la maison en un bureau à domicile, investissant dans un nouveau bureau et l'équipement de design dont j'avais besoin. Michel était satisfait de mon travail et a progressivement augmenté mes responsabilités et mon salaire à mesure que je faisais mes preuves. La maison elle-même est devenue mon projet passion. J'ai abordé une pièce à la fois, peignant, remplaçant les luminaires et modernisant soigneusement tout en conservant le caractère que Mamie Marguerite avait aimé. Le jardin, qui avait été sa fierté et sa joie, est devenu ma thérapie du week-end. Je ne connaissais rien aux plantes quand j'ai commencé, mais j'ai acheté des livres, regardé des vidéos et ramené lentement les parterres envahis à la vie. Vivre dans une petite ville après des années passées en ville a nécessité un ajustement. Au début, je me suis tenue à l'écart, encore meurtrie par le rejet de ma famille et méfiante à l'égard de nouvelles connexions. Mais les petites villes ont une façon de vous attirer, que vous le vouliez ou non. Cela a commencé avec Madame Legrand, la voisine d'Aix en Grave-Côté, qui a apporté un gratin pour accueillir la nouvelle voisine, bien qu'elle me connaisse comme la petite fille de Marguerite depuis des années. Puis est venu Thomas du magasin de bricolage, qui a commencé à mettre de côté des poignées de porte vintage qu'il pensait correspondre au caractère de la maison. Bientôt, je me suis retrouvée à échanger des saluts et de petites conversations avec des gens sur le chemin de la poste ou de l'épicerie. 6 mois après mon emménagement, j'avais mon premier vrai ami en ville. J'y fréquentais la petite librairie locale, en partie pour l'inspiration design et en partie pour l'excellent café qu'ils servaient dans leur café attenant. Le propriétaire, Patrick Dupont, avait à peu près mon âge et avait hérité du magasin de son oncle juste 1 an avant que je ne déménage en ville. Tu vas user ce livre de design, a-t-il commenté un jour alors que j'achetais encore un café tout en feuilletant le même volume de design d'intérieur. Pourquoi ne pas l'acheter déjà? Contrainte budgétaire, ai-je admis avec un sourire. Je rénove petit à petit. Le lendemain, quand je suis arrivée, le livre était emballé dans du papier craft derrière le comptoir avec une note, frais de consultant en rénovation. Ton avis sur le café a amélioré notre menu. Patrick. Nous sommes devenus amis grâce au livre et au café, partageant des recommandations et finalement des repas. Patrick était facile à parler, sans le jugement auquel j'étais habituée de la part de ma famille. Quand je lui ai finalement raconté toute l'histoire de la façon dont j'avais atterri en ville, il a écouté sans interruption. Tes parents ont l'air de sacrés numéros, fut son seul commentaire quand j'ai terminé, tant pis pour eux. Alors que mes compétences en design et ma liste de clients augmentaient, j'ai décidé de prendre un risque. En utilisant mes économies, j'ai lancé mon propre petit studio de design, Élévation Création, axé sur le branding pour les petites entreprises. Mon expérience chez Michel m'avait montré que de nombreuses entreprises locales avaient du mal avec leur identité visuelle, mais ne pouvaient pas se permettre les frais des grandes agences. J'ai commencé par un site web et des cartes de visite, puis j'ai commencé à démarcher les boutiques et les restaurants locaux. Mon premier client a été Patrick, qui avait besoin d'un nouveau logo et d'une nouvelle signalétique pour la librairie. De là, le bouche à oreille s'est répandu. En 1 an, j'avais suffisamment de clients réguliers pour quitter mon poste chez Michel, bien que nous ayons maintenu une relation de collaboration, nous référant des clients les uns aux autres. À mesure que mon entreprise grandissait, mon investissement dans la maison augmentait également. J'ai remplacé la vieille toiture, modernisé l'ancien système de chauffage et rénové la cuisine avec des appareils modernes tout en conservant les charmantes armoires que Mamie Marguerite avait aimées. La valeur de la propriété a considérablement augmenté avec chaque amélioration, mais cela était secondaire à la création d'une maison qui l'honorait tout en reflétant mon propre style. Le jardin a prospéré sous mes soins de plus en plus avisés. J'ai ajouté une petite terrasse où je pouvais travailler à l'extérieur les jours agréables et un foyer pour se détendre le soir. Patrick me rejoignait souvent là, apportant des livres qu'il pensait que j'apprécierais et écoutant mes idées pour de nouveaux projets. Pour le 5e anniversaire du décès de Mamie Marguerite, ma vie avait complètement changé. Élévation Création comptait 3 employés en plus de moi, opérant depuis un garage converti sur ma propriété.
Je m'étais établie dans la communauté, rejoignant l'association des petites entreprises et aidant même à organiser le festival annuel des arts. Ma relation avec Patrick s'était approfondie en quelque chose de plus qu'une amitié, même si nous prenions les choses lentement, valorisant tous les deux notre indépendance. Mon cercle d'amis comprenait Éléonore et Michel, qui venaient régulièrement, et un réseau croissant de contacts locaux. Je n'avais plus parlé à mes parents ni à Marc depuis les funérailles. Occasionnellement, je recevais une carte de Noël sans message personnel, juste leurs noms imprimés. J'envoyais des cartes impersonnelles similaires en retour, ne voulant pas rompre complètement le dernier lien, mais me protégeant de toute nouvelle blessure. La maison, autrefois le havre de ma grand-mère, était devenue mon propre sanctuaire et mon histoire de succès. La jeune fille qui avait un jour dormi dans sa voiture possédait maintenant une maison sans dette, dirigeait une entreprise rentable et avait créé une vie remplie de connexions significatives. J'avais fait exactement ce que mamie Marguerite croyait que je pouvais faire, construire mon propre abri, à la fois physiquement et émotionnellement. Ce que je ne réalisais pas, c'est que ma paix durement gagnée était sur le point d'être brisée par les mêmes personnes qui m'avaient un jour repoussé. Le premier signe est venu sous la forme d'un email de Marc un mardi matin ordinaire. Voir son nom dans ma boîte de réception après 5 ans de silence a rendu mon café soudainement amer. L'objet disait « Prise de contact ». Chère Sabine, commençait le message avec une chaleur artificielle. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas été en contact. Je suis récemment tombée sur le site web de ton entreprise de design et j'ai été impressionnée par ce que tu as accompli. Maman et papa ont mentionné qu'ils n'avaient pas eu de tes nouvelles depuis des années et sont inquiets. J'espère que tout va bien. Rapprochons-nous bientôt, Marc. J'ai fixé l'écran, lisant et relisant le bref message. Il n'y avait aucune reconnaissance de son silence lorsque j'avais besoin d'aide. Aucune mention de leur rejet lorsque j'étais sans abri, juste une prise de contact occasionnelle, comme si nous nous étions simplement perdus de vue par négligence mutuelle. J'ai montré l'email à Patrick lors de notre déjeuner ce jour-là. On dirait que quelqu'un veut quelque chose, a-t-il commenté en me rendant mon téléphone. Les gens ne reprennent généralement pas contact après 5 ans de silence juste pour dire bonjour. J'ai acquiescé, le même soupçon s'étant formé dans mon esprit. Le timing est étrange aussi. Pourquoi maintenant ? Vas-tu répondre ? J'ai réfléchi à la question. Pas encore. Je veux voir s'il y a plus à cet intérêt soudain. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné avec le numéro de mes parents. Après 5 ans de silence, la vue de ce numéro était si surprenante que j'ai répondu sans réfléchir. Sabrina, ma chérie. La voix de ma mère, artificiellement joyeuse. C'est tellement bon d'entendre enfin ta voix. Maman, ai-je répondu d'un ton neutre. C'est inattendu. Eh bien, nous avons tellement pensé à toi ces derniers temps. Marc a mentionné qu'il t'avait contacté et n'avait pas eu de nouvelles. Nous étions inquiets. J'ai été occupée, ai-je dit. Gérer mon entreprise prend beaucoup de temps. Oui, nous avons vu ton site web. Très impressionnant, ma chérie. Ton père et moi disions justement à quel point nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Les éloges sonnaient creux après des années de critiques et d'abandon. Ma mère a continué avant que je puisse répondre. Quoi qu'il en soit, nous nous sentons terriblement mal à propos des malentendus du passé. La famille est tellement importante et nous aimerions reprendre contact. Peut-être pourrions-nous venir te rendre visite bientôt. Des malentendus, ai-je répété, incapable de masquer l'aigreur dans ma voix. Est-ce ainsi que vous appelez le fait de repousser votre fille quand elle était sans abri ? Il y a eu une pause avant que ma mère ne parle à nouveau, sa voix plus basse. Nous avons tous fait des erreurs, Sabrina. Nous traversions nous-mêmes une période difficile. Mais c'est du passé. Nous devrions nous concentrer sur la reconstruction de notre relation maintenant. Quelque chose dans son ton m'a semblé répéter, comme si elle avait répété cette conversation. J'ai accepté d'y penser sans m'engager sur des dates, puis j'ai mis fin à l'appel aussi vite que possible. Ce soir-là, j'ai reçu un autre appel, cette fois de Marc. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Salut ma grande, a-t-il dit avec une fausse bonne humeur. Maman a dit que vous aviez parlé toutes les deux. C'est super que nous nous reconnectons tous. Qu'est-ce qui se passe,
Marc, ai-je demandé directement. Pourquoi cet intérêt soudain pour les retrouvailles familiales après 5 ans? Il a ri, le son légèrement tendu. Un frère ne peut-il pas vouloir reprendre contact avec sa sœur? Mais puisque tu demandes, les choses ont été difficiles ces derniers temps. Au cours des 20 minutes suivantes, Marc a révélé la situation familiale. Il avait pris plusieurs mauvaises décisions d'investissement, perdant la plupart de ses économies et accumulant des dettes importantes. Mon père avait été contraint à une retraite anticipée de la banque après qu'une enquête interne ait révélé des irrégularités dans ses pratiques de gestion. Bien qu'il ait évité les poursuites pénales, sa réputation était ruinée. Ma mère avait développé des problèmes de dos qui l'empêchaient de travailler à temps plein à l'hôpital. Nous avons dû réduire considérablement nos dépenses, a expliqué Marc. L'appartement a été saisi et maman et papa ont dû vendre la maison. Ils sont maintenant dans un petit appartement. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, le pensant sincèrement malgré tout. Cela doit être difficile. Oui. Eh bien, la famille doit rester unie dans les moments difficiles, n'est-ce pas? L'ironie de sa déclaration semblait lui échapper. Quoi qu'il en soit, nous pensions pouvoir venir te rendre visite le week-end prochain, découvrir ta ville, voir l'ancienne maison de grand-mère, reprendre contact. J'ai accepté à contre-cœur un déjeuner le samedi, fixant des limites claires, ce serait une brève visite, pas un séjour d'une nuit. Après avoir raccroché, j'ai appelé Patrick. Ils viennent samedi, lui ai-je dit. Et d'après ce que Marc a dit, ils ont des problèmes financiers. Tu veux que je sois là? Patrick a offert un soutien moral. J'ai accepté avec gratitude, me sentant déjà anxieuse à propos des retrouvailles imminentes. Ce samedi-là, ma famille est arrivée précisément à midi. Mon père semblait plus âgé, sa présence autrefois imposante diminuée par les circonstances. Ma mère m'a serré dans ses bras les yeux larmoyants tandis que Marc restait en retrait, observant la maison avec un intérêt non dissimulé. Tu as fait des merveilles avec l'endroit, a commenté ma mère alors que je leur faisais une brève visite. C'est tellement plus agréable que lorsque ta grand-mère vivait ici. Grand-mère l'a toujours gardé parfaitement agréable, ai-je répondu froidement. J'ai juste modernisé certaines choses tout en conservant son style. Cela a dû coûter une fortune, a remarqué mon père, lorgnant les nouveaux appareils de cuisine. On dirait que ta petite entreprise de design marche bien. Élévation Création se porte très bien, a interjeté Patrick en douceur. Sabrina a des clients dans 3 départements maintenant. Les yeux de mon père se sont légèrement plissés à la présence de Patrick, ne s'attendant clairement pas à ce que j'aie du soutien. Et vous êtes? Patrick Dupont. Je possède la librairie en ville et je connais Sabrina depuis qu'elle a déménagé ici. Le déjeuner a été une affaire tendue avec mes parents et Marc, alternant entre les compliments sur la maison et la mise en évidence subtile de leurs difficultés actuelles. Ma mère a mentionné leur appartement exigu 3 fois. Marc a parlé du marché du travail étant impossible malgré ses qualifications. Alors qu'il se préparait à partir, Marc a demandé à utiliser la salle de bain. Il est resté anormalement longtemps. Et quand il est revenu, j'ai remarqué son téléphone à la main. La réception est bonne ici, a-t-il commenté avec désinvolture. La maison a de très bonnes bases. Bonne propriété d'investissement. Après leur départ, Patrick m'a aidé à nettoyer. Eh bien, c'était inconfortable, a-t-il dit en chargeant le lave-vaisselle. As-tu remarqué ton frère prendre des photos de chaque pièce? J'ai acquiescé, une sensation de malaise dans l'estomac. Mon père posait des questions sur la valeur immobilière dans la région et ma mère commentait la quantité d'espace qu'il y avait pour une seule personne. Il prévoit quelque chose, a dit Patrick, affirmant ce que nous savions tous les deux. Fais attention, Sabine. La semaine suivante a apporté des appels quotidiens de ma famille. Ma mère voulait des recettes que j'avais servies au déjeuner. Mon père avait des questions sur le système de chauffage. Marc se demandait si j'avais l'acte de propriété original de mamie Marguerite. Chaque conversation ressemblait à un sondage, testant les vulnérabilités. La vérité est devenue claire lors de leur 2e visite 2 semaines plus tard. Alors que nous étions assis dans le jardin, mon père a abordé le sujet directement. Sabine, ta mère et moi avons réfléchi. Cette maison à 3 chambres et tu n'es qu'une seule personne.
Nous avons du mal dans ce petit appartement. Il serait logique que nous emménagions ici. Une maison de famille devrait abriter une famille. Je l'ai regardé, momentanément sans voix. C'est ma maison, ai-je finalement dit. Je l'ai héritée de grand-mère. Oui, mais elle a sûrement voulu que cela profite à toute la famille, a interjeté ma mère. Elle n'aurait pas voulu que nous soyons en difficulté pendant que tu as tout cet espace. En fait, elle me l'a spécifiquement légué parce qu'elle savait que j'en prendrais soin correctement, ai-je répondu, la colère montant. Et parce qu'elle savait que j'étais la seule à l'apprécier vraiment. Eh bien, quelles que soient ses intentions, a dit mon père d'un ton désinvolte, nous sommes la famille. Nous devrions nous soutenir mutuellement. Marc pourrait prendre la chambre au-dessus du garage, et ta mère et moi prendrions la chambre principale. C'est mon bureau, ai-je dit incrédule. Où je gère mon entreprise. Tu pourrais déplacer ton petit ordinateur dans la salle à manger, a suggéré ma mère, comme si elle résolvait un problème simple. Ce serait une utilisation beaucoup plus efficace de l'espace. Cela n'arrivera pas, ai-je déclaré fermement. Je suis désolé pour votre situation, mais vous ne pouvez pas emménager ici. La conversation a dégénéré à partir de là, mon père devenant de plus en plus insistant et ma mère alternant entre la culpabilisation et les commentaires passifs-agressifs. Marc est resté étrangement silencieux, tapant sur son téléphone tout au long de la dispute. Après leur départ, j'ai immédiatement appelé mon avocat, le même qui avait géré le testament de mamie Marguerite. J'ai expliqué la situation et lui ai demandé de revoir toute la documentation relative à ma propriété. Tout est en ordre, m'a-t-il assuré. La maison est uniquement à votre nom. Ils n'ont aucune revendication légale là-dessus. Malgré cette assurance, j'ai suivi la suggestion de Patrick et j'ai installé des caméras de sécurité couvrant les entrées de la maison et de la propriété. Quelque chose me disait que cette confrontation était loin d'être terminée. 3 semaines après cette visite inconfortable, j'ai dû assister à une conférence de design à Paris. C'était une occasion importante de me connecter avec des clients potentiels et d'en apprendre davantage sur les développements de l'industrie. Patrick a proposé de surveiller la maison pendant mon absence, mais il devait gérer la librairie et ne pouvait passer qu'occasionnellement. La conférence a duré 3 jours. Le deuxième soir, alors que je réseautais lors d'une réception, j'ai reçu un SMS de ma voisine d'Alexandra côté, Madame Legrand. Je pensais que vous étiez partie jusqu'à demain. J'ai vu des lumières allumées dans votre maison et des gens qui s'y déplaçaient. Tout va bien? Mon cœur s'est emballé alors que je l'appelais immédiatement. Madame Legrand, je suis toujours à Paris. Il ne devrait y avoir personne dans ma maison. Oh là là, a-t-elle répondu, l'inquiétude évidente dans sa voix. Dois-je appeler la police? Non, laissez-moi d'abord vérifier mes caméras de sécurité, ai-je dit, essayant de rester calme. Je vous rappelle tout de suite. J'ai ouvert l'application de sécurité sur mon téléphone avec des doigts tremblants. Les images montraient la voiture de mon père dans l'allée et 3 silhouettes déchargeant des cartons et des valises. J'ai regardé, incrédule, mon père utilisait quelque chose pour forcer la serrure de la porte arrière, puis laisser entrer ma mère et Marc. J'ai immédiatement appelé Patrick, qui était en train de fermer la librairie. Ils sont en train d'entrer chez moi, lui ai-je dit, ma voix tremblante. Ils emménagent pendant mon absence. J'arrive tout de suite, a-t-il promis. Dois-je appeler la police? Pas encore, ai-je dit, toujours en train de digérer la trahison. Laisse-moi essayer de les appeler d'abord. J'ai appelé le téléphone portable de mon père, regardant sur la caméra alors qu'il vérifiait l'écran, puis refusait l'appel. J'ai essayé ma mère et Marc avec le même résultat. Finalement, j'ai appelé la ligne fixe que j'avais installée dans la maison. Après plusieurs sonneries, Marc a répondu. Allô, résidence Dupont, a-t-il dit avec désinvolture, comme s'il était chez lui. Marc, qu'est-ce que tu fous dans ma maison, ai-je exigé. Il y a eu une pause, puis un soupir. Sabine, nous allions t'appeler demain. Nous sommes juste en train de nous installer. Vous installer? Vous avez forcé ma maison. Vous êtes en train de violer ma propriété. Ne sois pas dramatique, a-t-il répondu froidement. C'est une maison de famille. Nous sommes la famille. De plus, ce n'est pas comme si tu avais besoin de tout cet espace juste pour toi.
J'ai entendu mon père en arrière-plan et Marc a partiellement couvert le téléphone. Je pouvais encore distinguer mon père dire « Dis-lui que nous en discuterons à son retour. » La décision a été prise. Vous devez partir tout de suite, ai-je déclaré, luttant pour contrôler ma colère. J'appelle la police si vous n'êtes pas sorti de ma maison dans 30 minutes. La voix de Marc s'est durcie. Ce serait une erreur, Sabine. Nous n'avons nulle part où aller. Et appeler la police pour ta propre famille serait cruel. De plus, maman et papa sont ceux qui ont le vrai lien familial avec cette maison, pas toi. C'est ma maison, Marc. Grand-mère me l'a laissée. Une technicité, a-t-il écarté. Quoi qu'il en soit, nous avons déjà parlé à un avocat pour contester le testament. Grand-mère était vieille et pas entièrement compétente lorsqu'elle a fait ses arrangements. Nous avons de bonnes chances de le faire annuler. La menace m'a fait frissonner. Bien que je sache qu'il n'avait aucune base légale, l'idée d'une bataille judiciaire était décourageante. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement réservé un vol pour rentrer chez moi le lendemain matin, manquant le dernier jour de la conférence. Patrick m'a rencontré à l'aéroport, le visage grave. Ils sont toujours là, a-t-il rapporté. Je suis passé ce matin. Ton père a répondu à la porte et m'a dit que c'était une affaire de famille et de ne pas me mêler de mes affaires. As-tu appelé la police, ai-je demandé alors que nous nous dirigions vers la maison. J'ai pensé que cela devait être ta décision, a-t-il répondu. Mais j'ai parlé à ton avocat. Il a dit que leurs affirmations concernant la contestation du testament sont des bêtises. Ta grand-mère avait des évaluations cognitives régulières dans le cadre de ses soins médicaux, et elle était pleinement compétente lorsqu'elle a mis à jour son testament. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, j'ai été choquée de voir que ma famille avait déjà apporté des changements visibles. Les coussins décoratifs de ma mère ornaient la balançoire du porche. Les clubs de golf de mon père se trouvaient près de la porte d'entrée. Ils avaient littéralement emménagé, assumant la propriété en mon absence. J'ai pris une profonde inspiration et suis entrée chez moi avec ma clé. La scène à l'intérieur était pire que ce que j'avais imaginé. Mon salon soigneusement arrangé avait été réorganisé. Des cartons d'affaires de mes parents étaient empilés dans les coins. Des photos de famille que j'avais retirées il y a des années avaient été placées sur la cheminée, remplaçant mes propres photos. Ma mère a émergé de la cuisine, surprise de me voir. Sabine, nous ne t'attendions pas avant demain. Clairement, ai-je répondu froidement. Où est papa ? Dans la chambre principale, en train d'organiser ses vêtements. La façon décontractée dont elle a parlé de ma chambre a fait monter la colère en moi. J'ai trouvé mon père en train d'accrocher ses costumes dans mon placard, mes propres vêtements poussés d'un côté. Marc était dans la pièce au-dessus du garage, mon bureau, où il avait déplacé mon équipement de design dans un coin pour faire de la place pour son lit. Je les ai rassemblés dans le salon, Patrick se tenant à mes côtés en signe de soutien. Vous devez tous partir, ai-je déclaré fermement. Maintenant, Sabine, sois raisonnable, a commencé mon père d'un ton autoritaire. Cet arrangement a du sens pour tout le monde. Tu as cette grande maison rien que pour toi pendant que nous avons eu du mal. Une situation de votre propre fabrication, ai-je souligné, est complètement sans rapport avec ma propriété. Tu n'as même pas de vraie famille, a dit ma mère avec un venin surprenant. Pas de mari, pas d'enfant, juste toi et ta petite entreprise. Nous avons plus besoin de cette maison que toi. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la propriété, a interjeté Patrick. Mon père s'est tourné vers lui avec un regard furieux. Cela ne vous concerne pas. C'est une affaire de famille. Patrick est plus de la famille pour moi que n'importe lequel d'entre vous, ai-je répondu. Il ne m'a pas abandonné quand j'étais sans abri et désespéré. Ancienne histoire, a dit Marc d'un geste dédaigneux. Nous sommes ici maintenant, prêts à être une famille à nouveau. Après que vous ayez épuisé vos ressources et que vous ayez besoin de quelque chose de ma part, ai-je dit. Il ne s'agit pas de famille. Il s'agit de vous qui voulez ma maison. Nous allons prendre cette maison, a déclaré mon père sans ambages, abandonnant toute prétention, d'une manière ou d'une autre. Nous avons déjà parlé à un avocat de nos options. Vos options inexistantes, ai-je corrigé. La maison est légalement à moi. Pour l'instant, a-t-il dit avec une confiance troublante.
Mais nous avons des preuves documentées de la détérioration de l'état mental de votre grand-mère, et en tant que ses descendants directs, nous avons de bonnes chances d'une succession légitime. Je savais qu'il bluffait, mais la confrontation était allée assez loin. Sans un autre mot, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 17 points. « Qu'est-ce que tu fais » a exigé ma mère, les yeux écarquillés. « J'appelle la police pour signaler des intrus chez moi », ai-je répondu calmement. « Nous ne sommes pas des intrus. Nous sommes votre famille », a-t-elle hurlé. « La famille ne s'introduit pas chez les uns et les autres », ai-je dit alors que l'opérateur répondait. J'ai signalé la situation, donnant mon adresse et expliquant que des personnes étaient entrées chez moi sans permission et refusaient de partir. Mon père s'est jeté sur le téléphone, mais Patrick s'est interposé entre nous. « N'aggravez pas les choses », a-t-il averti mon père. Les 15 minutes qu'il a fallu à la police pour arriver ont été tendues et silencieuses. Lorsque 2 officiers ont frappé à la porte, j'ai ouvert et expliqué la situation, leur montrant ma pièce d'identité avec l'adresse de la maison et l'acte de propriété. Ces personnes sont entrées chez moi sans permission pendant que j'étais en dehors de la ville, ai-je expliqué. Elles ont endommagé la serrure de ma porte arrière pour entrer et ont refusé de partir. Mon père a tenté d'arguer qu'il s'agissait d'un désaccord familial et non d'une affaire de police, mais les officiers ont été clairs. « Monsieur, si vous n'avez pas de résidence légale ici et que le propriétaire veut que vous partiez, vous devez partir », a déclaré fermement l'officier le plus âgé. « Sinon, vous serez arrêté pour violation de domicile. » « C'est ridicule. »« C'est ma fille », a protesté mon père. « Cela ne vous donne pas le droit d'entrer chez elle sans permission », a répondu l'officier. « Vous avez 30 minutes pour récupérer vos affaires immédiates. Tout le reste pourra être récupéré à une date ultérieure. » Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires sous la supervision de la police, ma mère s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. « Comment as-tu pu faire ça à tes propres parents ?» J'ai soutenu son regard fermement. « De la même manière que vous avez pu repousser votre fille quand elle n'avait nulle part où aller. » Les images de vidéosurveillance de leur effraction ont été fournies à la police, qui m'a conseillé d'obtenir une ordonnance restrictive. Mon avocat a déposé les documents le lendemain. En une semaine, une ordonnance temporaire a été accordée, empêchant ma famille d'approcher ma propriété. Alors que je regardais la police escorter ma famille hors de ma maison, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Il y avait de la douleur face à la profondeur de leur trahison, de la colère face à leur sentiment d'impunité, mais principalement un sentiment de juste validation. Pour la première fois, j'avais tenu bon face à leur manipulation et à leur abus émotionnel. Cette nuit-là, après avoir sécurisé la maison avec de nouvelles serrures, je me suis assise avec Patrick sur la balançoire du Porsche que ma grand-mère avait aimé. « Tu as fait la bonne chose », m'a-t-il assuré, son bras autour de mes épaules. « Je sais », ai-je répondu, regardant les étoiles apparaître dans le ciel du soir. Il n'aurait simplement pas fallu en arriver là. Les conséquences juridiques de la tentative de prise de contrôle de ma famille ont duré plusieurs mois. L'ordonnance restrictive temporaire est devenue permanente lorsque des preuves de leur plan prémédité sont apparues. Des messages textes récupérés sur le téléphone de Marc ont révélé leur stratagème d'emménager pendant mon absence et de prétendre à une détresse émotionnelle si j'essayais de les expulser. Leur bluff concernant la contestation du testament a été démasqué comme étant totalement infondé lorsque mon avocat a présenté les dossiers médicaux de mamie Marguerite confirmant son bon état mental. Mon père et Marc ont fait face à des accusations criminelles mineures pour l'effraction, ce qui a entraîné une mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. Tout au long de la procédure, ils ont soutenu qu'ils n'avaient rien fait de mal, que la propriété familiale devait être partagée. Ma mère, cependant, a commencé à montrer des signes de regret à mesure que les conséquences de leurs actions devenaient claires. 3 semaines après l'audience, j'ai reçu une lettre manuscrite de sa part. Contrairement au ton défensif et arrogant qu'ils avaient tous adopté auparavant, ces mots semblaient sincèrement remplis de remords. « Je n'attends pas de pardon », écrivait-elle. « Mais je dois te faire savoir que je vois maintenant à quel point nous t'avons terriblement déçu. Non seulement lors de ces événements récents, mais tout au long de ta vie. Ton père et Marc sont toujours en colère, mais je ne peux pas continuer à prétendre que ce que nous avons fait était justifié. Quand tu avais le plus besoin de nous, nous t'avons repoussé. Il n'y a aucune excuse pour cela. » La lettre a suscité des sentiments compliqués.
Une partie de moi voulait croire à son remords, tandis qu'une autre restait méfiante face à une nouvelle manipulation. Après mûre réflexion, j'ai répondu par une brève réponse civile reconnaissant ses excuses sans offrir de réconciliation immédiate. La confiance, une fois si profondément brisée, ne pouvait pas être reconstruite rapidement. L'expérience a laissé des cicatrices émotionnelles qui ont nécessité une aide professionnelle. J'ai commencé à consulter un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux, rejoignant un groupe de soutien pour les personnes ayant des relations familiales toxiques. Les histoires partagées par d'autres qui avaient vécu des trahisons similaires m'ont aidé à comprendre que ma situation n'était pas unique et que fixer des limites n'était pas seulement acceptable, mais nécessaire pour la guérison. La famille n'est pas définie par le sang, me rappelait souvent mon thérapeute. Elle est définie par l'amour, le respect et le soutien constant. Cette vérité a résonné profondément alors que je réfléchissais à qui m'avait réellement apporté ces choses dans ma vie. Patrick, dont la présence inébranlable était devenue la pierre angulaire de mon bonheur. Éléonore, qui m'avait tendu une main secourable lorsque j'étais au plus bas. La communauté de voisins et d'autres propriétaires de petites entreprises qui m'avaient accueilli sans jugement. Ma relation avec Patrick s'est approfondie au cours de ces mois difficiles. Son soutien indéfectible pendant la crise familiale m'avait montré à quoi ressemblait un véritable partenariat. Pour le premier anniversaire de l'incident d'effraction, il m'a demandé en mariage dans le jardin de Mamie Marguerite, maintenant florissant avec les vivaces que j'avais plantées en sa mémoire. « Tu mérites une famille qui voit ta valeur », a-t-il dit en m'offrant une bague simple et élégante. Je serais honoré de fonder cette famille avec toi. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans ce même jardin. Éléonore était ma demoiselle d'honneur, et Michel était le témoin de Patrick. Mes parents et Marc n'étaient pas invités, une limite qui protégeait la joie de cette journée. Au lieu de cela, j'étais entouré de la famille que j'avais choisie, des personnes qui avaient prouvé leur amour par des actes plutôt que par une simple connexion biologique. Alors que ma vie reprenait son cours normal, je me suis retrouvé à réfléchir à la manière de transformer mes expériences douloureuses en quelque chose de significatif. La maison, autrefois source de conflits, est devenue un sanctuaire, non seulement pour moi, mais aussi pour d'autres personnes dans le besoin. J'ai créé une petite fondation au nom de Mamie Marguerite, offrant un logement temporaire et un mentorat professionnel aux jeunes adultes confrontés au sans-abrisme en raison du rejet familial. Tout le monde mérite un endroit sur où atterrir, ai-je expliqué au journal local lorsqu'ils ont couvert le lancement de la fondation. Et tout le monde mérite la chance de construire sa propre histoire de réussite. La première bénéficiaire fut Jeanne, une étudiante en design graphique de 22 ans dont les parents l'avaient rejetée lorsqu'elle avait changé de majeur, passant du commerce à l'art. Les parallèles avec ma propre histoire étaient frappants. Je lui ai offert l'appartement au-dessus du garage, maintenant converti en un espace de vie approprié, et un stage chez Élévation Création. Voir sa confiance grandir m'a rappelé mon propre parcours. 5 ans après avoir été abandonné par ma famille biologique, j'avais créé quelque chose de bien plus fort que les liens qui m'avaient fait défaut. J'avais construit un foyer, une entreprise, un mariage et un but qui honorait la confiance de Mamie Marguerite en moi tout en offrant le même soutien aux autres. Je recevais occasionnellement des nouvelles de mes parents et de Marc par des connaissances communes. Mon père n'a jamais reconnu ses torts, affirmant que j'avais été égoïste et impitoyable. Marc avait déménagé dans un autre département, repartant à zéro après ses erreurs financières. Ma mère s'était séparée de mon père et tentait de reconstruire sa vie de manière indépendante, un développement qui suggérait qu'elle avait au moins appris quelque chose de l'implosion de notre famille. La porte de la réconciliation restait théoriquement ouverte, mais avec des conditions qui respectaient mon estime de soi. Toute relation devrait être construite sur un respect mutuel sincère, et non sur la commodité ou le besoin. Jusque-là, je me suis concentrée sur l'entretien des liens sains qui avaient prouvé leur valeur. Les soirs tranquilles, assise dans le jardin de Mamie Marguerite avec Patrick, je réfléchissais souvent au chemin qui m'avait menée ici. De sans-abri à propriétaire, de fille abandonnée à soutien communautaire, j'avais découvert que la famille n'était pas un droit de naissance, mais un privilège gagné par l'amour et le respect. J'ai dû apprendre qu'il vaut mieux n'avoir aucune famille que d'en avoir une qui vous fait souffrir, ai-je dit au groupe de soutien lors de ma dernière séance. Et que créer sa propre famille de choix n'est pas seulement possible, mais souvent plus épanouissant que de maintenir des liens de sang toxiques. La maison que ma grand-mère m'avait laissée était devenue plus qu'une simple maison.
C'était la preuve physique que je méritais d'avoir ma place dans le monde, que mes rêves et mes limites comptaient. En la défendant contre ceux qui voulaient me la prendre, j'avais enfin défendu ma propre valeur. Avez-vous déjà dû établir des limites avec des membres de votre famille qui ont essayé de profiter de vous? Ou avez-vous construit une famille choisie qui vous a soutenu lorsque votre famille biologique a échoué? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires. Si cela a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires sur la recherche de force dans des situations familiales difficiles. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message d'espoir et de résilience, veuillez partager cette vidéo avec lui. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, parfois, la famille que nous choisissons est plus précieuse que celle dans laquelle nous sommes nés.